bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes ravis de vous avoir, comme toutes les soirées pendant Ramadan et pendant le confinement. Et chaque soirée, nous avons une thématique. Donc, la thématique d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est les techniques de désencombrement. C'est une thématique qui fait suite à une première où j'ai parlé sur l'évaluation en kinésithérapie respiratoire. Alors, bonsoir Madame Touria, bonsoir tout le monde. Alors, mon interlocuteur aujourd'hui, ça sera Monsieur Smaïl Bouzkraoui Alaoui. Donc, en attendant qu'il arrive, j'aimerais plus ou moins vous annoncer un peu un rappel sur l'activité phare de cette semaine. Et cette activité, comme vous le savez, c'est un webinaire sur les pathologies de l'appareil locomoteur et la kinésithérapie qui connaîtra la participation de plusieurs intervenants nationaux et internationaux. Et on aimerait vous avoir et avoir votre attention plutôt pendant le webinaire. Donc là, je viens de voir Monsieur Smaïl. Et donc, je dois l'inviter, Monsieur Smaïl. Salam alaikum, Monsieur Smaïl. Salam Sioun, ça va? Ça va? Salut, qui d'air ça? Alhamdulillah. واش كتسمعوني مزيان؟ كنسمعوك مزيان. Parfait. الله يحفظك. الله يحفظك. Donc, Sion, comme toujours, les lives, on va poursuivre nos lives avec la prolongation du confinement. Donc, nous aussi, on va prolonger les lives et tout. Sion, c'est qui nous a vraiment éclairé les méthodes d'évaluation et le raisonnement clinique d'évaluation en matière de désencombrement en kinésithérapie respiratoire. Maintenant, il va nous éclairer un petit peu de façon générale en se basant sur ce qu'il a dit au bilan par rapport aux techniques de désencombrement cette fois-ci pour faire suite au live précédent. Merci Sion, c'est à toi la parole maintenant. Donc, je vous remercie, chers collègues et chers amis. Je remercie toute la présence, d'être aussi assidus qu'on voit normalement. Donc, nous avons eu cette chance de partager des connaissances avec vous. Et j'espère que cette chance-là se prolonge autant que le confinement est prolongé. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur la thématique essentielle qui est la kinésithérapie respiratoire. Si vous vous rappelez très bien, j'ai dit que la kinésithérapie respiratoire n'est pas essentiellement prescrite et appliquée en cas d'encombrement. Vous avez plusieurs dysfonctions qui peuvent être traitées par la kiné respiratoire, comme l'insuffisance respiratoire, comme la défaillance de la mécanique ventilatoire, comme également une éducation à faire, et donc on doit faire un diagnostic éducatif. Donc il y a plusieurs volets où la kinésithérapie respiratoire pourrait intervenir. Maintenant, le volet que je vais discuter aujourd'hui, c'est le volet des techniques de désencombrement. Alors, avant de commencer ces techniques, j'aimerais rappeler que pas mal de pathologies, notamment pulmonaires, ils sont des pathologies sécrétantes. C'est-à-dire, ils vont augmenter la quantité des sécrétions qui sont émises par la muqueuse bronchique. Donc, je rappelle que normalement et dans la physiologie, nous avons un système de drainage bronchique qui est physiologique. Ce système qui repose sur tout d'abord la sécrétion, c'est-à-dire il y a des glandes qui sécrètent ce liquide de manière avec une quantité normale, et puis nous avons un système qui le draine. C'est surtout les cils vibratiles qui existent au niveau de la muqueuse et qui bougent de manière continue pour faire évacuer ces sécrétions. Alors parfois, soit nous avons une hypersécrétion, c'est-à-dire la quantité elle est sécrétée de manière accélérée et augmentée, et parfois nous avons aussi cette mécanique des cils vibratiles qui ne marche pas et qui n'arrive pas à évacuer.
Donc, notre rôle, c'est plutôt aider ce système qui existe là pour faire sortir les sécrétions. Alors, avant de commencer notre kinésithérapie de désencombrement, il va falloir, ça c'est un préalable, il va falloir être sûr que les sécrétions ne s'accolent pas vraiment, ils ne sont pas trop visqueuses, ils sont plus ou moins liquéfiés. Parce que si les sécrétions ils sont plus ou moins rigides, ils s'accolent parfaitement aux parois des branches, ça va être difficile de les faire évacuer. Donc ça, c'est pourquoi nous avons à notre disposition soit des conseils comme le fait de boire de l'eau de manière suffisante pour liquéfier les sécrétions, ou bien d'utiliser d'autres moyens comme l'aérosothérapie par nébulisation, dont un des objectifs, c'est liquéfier les sécrétions. Donc ça, c'est un préalable. Le deuxième préalable, dans le désencombrement bronchique, il faut être sûr que la voie nasale elle est plus ou moins libre, parce que c'est un peu le commencement de cette kinésithérapie. Donc, on a maintenant parlé de ces préalables. Maintenant, on va parler comment faire le désencombrement bronchique. Nous avons 3 étapes essentielles. La première étape, c'est l'étape de décollement des sécrétions. C'est-à-dire, il va falloir décoller les sécrétions qui sont accolées sur les parois bronchiques par des techniques. Par la suite, on va améliorer le drainage et l'évacuation. C'est-à-dire, nous avons des techniques spéciales pour ça, qui vont drainer les sécrétions depuis les branches les plus distales vers les branches et la trachée, les branches les plus proximales et la trachée. Et puis, une fois arrivé au niveau de la trachée, on doit faire de l'expectoration. C'est-à-dire il faut faire sortir le contenu de la trachée à l'extérieur. Donc, ce sont 3 étapes qu'il faut absolument respecter. Alors, je vais commencer par la première étape. L'étape du décollement des sécrétions. Nous avons 2 principales techniques qu'on utilise. Nous avons les percussions et les vibrations. Alors, les percussions, c'est comme leur nom l'indique, on percute un peu la paroi thoracique. En fait, cette percussion qu'on réalise avec la main, de préférence, il faut utiliser des percussions en cuillère, ça donne une vibration plus importante. Et donc, ce choc, en fait, c'est une vibration qu'on donne au tissu et qui traverse la superficie du thorax vers le tissu pulmonaire. Donc, cette vibration va plus ou moins décoller les sécrétions qui restent à coller. Alors, bien évidemment, si les sécrétions sont trop accolées, sont trop rigides, trop visqueuses, ça ne va pas être une technique qui donne de bons résultats. Et bien évidemment, il ne faut pas percuter la zone thoracique antérieure parce que le tissu pulmonaire se trouve un peu derrière un peu le médiastin et le cœur, l'espace cardiaque. Et bien évidemment, c'est une zone réflexogène, c'est-à-dire on a un peu du mal à tolérer les percussions à ce niveau-là. Donc de préférence, si vous voulez atteindre les poumons, de préférence réaliser les percussions dans les parties latérales et derrière. La deuxième technique, c'est la technique des vibrations. Alors en fait, la technique des vibrations, c'est une technique qui peut être couplée également à l'accélération du flux expiratoire. En fin d'expiration, on peut faire de la vibration, comme on peut utiliser des machines comme le vibromasseur qui peut réaliser cet effet. Et donc, si vous voulez comprendre l'effet des vibrations, c'est un peu, ça agit sur la viscosité de telle manière à ce que les sécrétions qui sont visqueuses, ils vont devenir moins visqueuses. Alors, je vais vous donner un exemple de la vie de tous les jours, un exemple de vie normale. Alors, vous prenez par exemple une bouteille de yaourt, Danap, Raibi, vous buvez le contenu, et puis il y a une petite quantité qui est visqueuse qui reste accolée au niveau de la bouteille. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait pour boire tout? Parce que moi, j'essaie de boire tout, je rate rien.
je prends la bouteille et je fais des vibrations comme ça. Donc, le contenu qui était visqueux attaché sur la bouteille, il va se liquéfier et ça va être facile pour moi de le boire. Donc, c'est un peu le même effet quand on fait les vibrations. Donc, ça, c'est une chose très importante. Donc, une fois nous avons essayé de décoller les sécrétions, la deuxième étape, c'est l'évacuation des sécrétions. Avant de parler sur les techniques, j'aimerais rappeler légèrement comment le flux aérien pourrait ramener les sécrétions vers leur aboutissement, c'est-à-dire vers la bouche. Comment on fait réellement? En fait, on fait une modulation du flux aérique. Et pour comprendre ceci, j'ai une petite démonstration qui nous montre plus ou moins la ventilation, comment il se passe, et comment le flux aérien va se faire et comment les sécrétions pourraient aboutir à la fin. Donc, je vais prendre le téléphone. Alors, je change de caméra. Voilà. Alors, en fait, je vais activer la respiration. Quand on inspire, l'air pénètre par les voies nasales et buccales. Ça pénètre dans la trachée. Et puis, l'air, il va remplir les poumons. Et en remplissant la ventilation, notamment au niveau des alvéoles, et par la suite, nous avons le deuxième temps qui est l'expiration, où le volume des poumons, il va diminuer, et par la suite, l'air, il va sortir. Donc, ce qui est important, c'est que là, il faut voir qu'au niveau de l'alvéole également, le volume aérique au niveau de l'alvéole et la pression alvéolaire, il va augmenter lors de l'inspire, il va diminuer lors de l'expire. Donc, pour avoir ce bénéfice qui atteint les alvéoles, il faut prolonger la ventilation. C'est-à-dire, il ne faut pas respirer rapidement. Il faut respirer lentement pour que l'air arrive jusqu'aux alvéoles. La même chose, si vous voulez vider les alvéoles et vider les voies aériennes distales, il faut prolonger le temps expiratoire pour les vider au maximum. Donc ça, c'était plus ou moins une introduction sur ce que je vais dire après. Désolé, alors là je change. Voilà. Alors maintenant, comme j'ai dit, les techniques d'évacuation, c'est des techniques qui jouent sur la modulation du flux aérien. En fait, pour comprendre ça, on va parler de deux paramètres importants. Le premier paramètre, c'est les volumes ventilatoires ou bien les amplitudes ventilatoires. Le deuxième volet, c'est la vitesse de la respiration. En fait, on va jouer sur l'amplitude et la vitesse. Alors, tout d'abord, par rapport au volume ventilatoire, nous avons dans la respiration de tous les jours, sans faire un effort, on mobilise une quantité de volume d'air, c'est-à-dire on fait pénétrer un volume et on le fait sortir. En dehors d'un effort, on utilise ce qu'on appelle le volume courant, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'utiliser chaque jour. Et ce volume courant, c'est plus ou moins chez un adulte normal, c'est un demi-litre. C'est-à-dire à chaque respiration, à chaque cycle ventilatoire, on fait pénétrer un demi-litre et on fait sortir un demi-litre. Mais en cas d'effort, on va mobiliser les volumes de réserve, inspiratoire et expiratoire. Et les volumes de réserve, pour les mobiliser, on fait un effort. C'est-à-dire on fait un effort avec les muscles inspirateurs profonds pour atteindre un volume maximal inspiratoire et pour atteindre un volume expiratoire maximal. Donc ça s'appelle des volumes de réserve. Si je veux atteindre les voies aériennes les plus distales par la ventilation, il faut utiliser ces volumes, notamment dans le temps expiratoire. C'est-à-dire il faut vider au maximum les poumons pour que l'air qui sort, il va également faire sortir le contenu des voies aériennes les plus distales. Donc ça, c'est un élément important qui est l'élément de l'amplitude. Le deuxième élément,
c'est l'élément de la vitesse. En fait, la vitesse de ventilation, si je ventile rapidement, je suis en train de mobiliser que l'air qui existe dans la trachée et les premières divisions bronchiques. Je n'atteins pas un peu les voies distales. Et par contre, si je ventile, et ça sera plus ou moins une vitesse qui est plus ou moins lente. Pourquoi lente? Même si je respire rapidement, mais le flux, je parle de la vitesse du flux, c'est-à-dire l'air qui est à l'intérieur des branches, il ne va pas se mobiliser de manière trop rapide. Par contre, si j'utilise une ventilation qui est lente et prolongée, je vais avoir un cycle qui est lent, mais la vitesse du flux d'air, elle est plus ou moins rapide. Alors, pour pouvoir le comprendre, on va parler d'une loi qui est connue, qui s'appelle la loi. Il nous dit quoi? Il nous dit que si le diamètre des tuyaux il est petit, la vitesse du flux, elle augmente. Donc, quel est le moyen que j'ai pour diminuer le diamètre des flux, pour augmenter la vitesse, le diamètre des voies aériennes, pour augmenter la vitesse du flux? C'est les freins. Et nous avons deux freins. Nous avons un frein buccal, c'est-à-dire je peux ouvrir ma bouche, on expire, comme je peux la fermer. Et le deuxième frein, c'est le frein laryngé, au niveau du larynx. Je peux expirer sans frein laryngé, comme je peux expirer avec frein. Par exemple, sans frein, là j'ai ouvert ma glotte pour pouvoir expirer au maximum. Donc le fait d'utiliser ces freins, c'est vrai, ça va allonger le temps du cycle ventilatoire, mais ça va augmenter la vitesse du flux qui passe dans les voies aériennes. Donc ça, c'est également un moyen qu'on utilise pour pratiquer les techniques d'évacuation. Et puis, nous avons un autre moyen, c'est les mains. C'est-à-dire que ces techniques, ils s'appuient sur l'utilisation des mains. Parmi les techniques, ça s'appuie sur l'utilisation des mains. Donc, l'utilisation des mains, on va plutôt gérer l'amplitude et la vitesse en utilisant la main. Bien évidemment, pour un sujet qui est conscient, on ne va que l'aider, c'est-à-dire on va suivre le mouvement thoracique, mais pour les sujets inconscients, nous serons plus ou moins un facteur principal dans la gestion de l'amplitude et de la vitesse. Et en même temps, il y a des techniques comme le drainage lymphatique qui se basent sur cette gestion par la pression de la main des volumes mobilisés et de la vitesse utilisée. Donc, globalement, c'est plus ou moins le principe qui gère ces techniques d'évacuation. Alors, dans la partie suivante de ce live, je vais décrire ces techniques et comment les utiliser et quand est-ce que je vais les utiliser. Donc, tout d'abord, je les ai classés en plusieurs groupes de techniques. Alors, vous avez une technique qui repose sur la position du sujet. C'est les postures gravitationnelles. Vous avez des techniques qui sont manuelles. Et nous avons plusieurs techniques qui sont manuelles. Nous avons aussi une technique qui est active, c'est-à-dire qui repose sur un apprentissage que nous devons faire pour le patient, pour qu'il sait de manière autonome de faire l'évacuation des sécrétions et l'expectoration. Par exemple, les patients chroniques, comme la BPCO, il faut qu'ils savent comment faire une toilette bronchique correctement. Nous avons une technique qui repose sur la gestion des volumes aériques qui s'appelle le drainage autogène. Je vais en parler. Et puis, nous avons des techniques qui sont instrumentales, c'est-à-dire on utilise un instrument qui va gérer et jouer sur le flux aérique et qui va aider le patient pour l'expectoration. Donc, ce sont les 4 types de techniques que je vais décrire
pendant cette partie. Je commence par les postures gravitationnelles. Alors, les postures gravitationnelles, c'est une technique qui est peut-être la plus ancienne des techniques de désencombrement, pardon. Qui est la technique la plus ancienne. C'est une technique qui repose sur un positionnement particulier du sujet, de manière à verticaliser les branches qui permettent l'évacuation des sécrétions qui existent soit dans un lobe ou bien dans un poumon. Je vous donne un exemple. Si vous avez un patient qui a un encombrement du poumon droit, vous le couchez sur le décubitus contralatéral du côté gauche, comme ça, les branches qui permettent de ramener les sécrétions vers... D'accord. Si ça coupe. Ça coupe. Donc, pas t'entendre. D'accord. On n'arrive pas à t'entendre, séance. Ça coupe. Alors, est-ce que je peux commencer maintenant ou là, on est d'avant? Séance. On n'arrive pas, oui. On n'arrive pas à t'entendre, la séance. D'accord. Comment faire? دابا كتسمعني؟ دابا كنسمعوك. عاود من ديك ديال الاولى. Posture gravitationnelle. Les branches verticalisées. Voilà, merci. Alors, ces postures gravitationnelles, ils reposent sur le principe de verticalisation des branches. Alors, ce principe, il dit tout simplement que si on positionne le sujet dans une position particulière qui permet d'inverser la branche, c'est-à-dire ramener dans la partie haute les alvéoles et la partie distale, et la partie basse, la partie proximale, ça va permettre par l'effet de la gravité de faire tomber les sécrétions vers leur aboutissement. J'étais en train de vous donner un exemple simple. Vous avez un poumon droit qui est encombré, vous positionnez le sujet sur l'autre côté, vous le laissez pendant un temps, et au bout de ce moment, ces sécrétions qui existent là, ils vont tomber vers les branches les plus proximales, et ça va aider dans le passage. Alors, il existe une position particulière pour chaque lobe si vous avez de l'encombrement qui est localisé au niveau d'un lobe précis. Donc ça, c'est la première technique. C'est une technique qui a quand même quelques inconvénients, comme dans les pathologies non sécrétantes, comme dans les abcès, ça risque plus ou moins de faire propager l'encombrement dans des zones qui n'étaient pas encombrées, parce que l'abcès, ça va constituer un obstacle, et donc vous ramenez les sécrétions vers cet obstacle, et par la suite, il va prendre beaucoup plus d'ampleur s'il est vraiment très localisé. Je parle de l'encombrement. Alors, deuxième technique, et ça, plus ou moins les techniques qui jouent sur le flux aérique. Je vais commencer par la première technique, qui est l'expiration filée. Alors, c'est quoi l'expiration filée? On va demander au sujet d'inspirer profondément, une grande amplitude, c'est-à-dire il va mobiliser son volume de réserve inspiratoire. Et à la fin, il va expirer, mais également il va la prolonger autant qu'il peut, tout en pinçant les lèvres. Donc, c'est-à-dire, il va utiliser les deux freins. Le premier frein, c'est un frein laryngé. Le deuxième frein, c'est un frein buccal. Et ces deux freins, avec la prolongation et l'augmentation du volume mobilisé, ça va faire atteindre une mobilité, ou bien la mobilité aérique, ça va atteindre les voies les plus distales. Donc, de préférence, si vous avez un encombrement diffus, de préférence, utilisez ça parce que ça va mobiliser les sécrétions qui existent vraiment dans les voies terminales. Et donc, notre main, ou bien nos mains, ils sont placés au niveau du thorax en fonction de la zone de l'encombrement. Si j'ai la zone droite, je mobilise sur le côté droit, etc. Si j'ai un encombrement diffus, là, je traite un peu tout le thorax. Je place mes mains sur tout le thorax. Donc ça, c'est la première technique. Dans l'évolution chronologique, oui. J'ai quelques questions, j'ai 4 ou 5 questions. Oui, c'est 5 questions. Ouais. Désolé, je t'ai coupé, mais je dois vous donner la question.
Il y a la première question, je pense que ça va te faire revenir vers le live précédent que tu as fait sur les techniques de bilan, plutôt le bilan. L'évaluation de localisation des sécrétions. Comment savoir c'est où l'endroit où il y a de l'hypersécrétion? D'accord. Alors, en fait, vous avez deux moyens. Vous avez la palpation, c'est-à-dire vous placez vos mains sur différentes zones thoraciques et vous demandez au patient de ventiler ou bien de parler. La zone qui sera plus encombrée, c'est la zone où vous allez sentir sur votre main des vibrations et vous allez entendre un son également. Deuxième technique, c'est l'auscultation. Vous faites une auscultation pulmonaire sur différentes zones, différentes parties, et l'auscultation, il va également vous donner la possibilité de localiser l'encombrement. Troisième moyen médical, si vous avez des radiopoumons. Et ces radiopoumons, dans la phase aiguë, notamment dans les pneumonies, ça va vous montrer des zones d'opacité qui ressemblent à une opacité bronchique et non pas une opacité qui est due à une pathologie particulière comme les abcès ou autres. Donc, ce sont les différents moyens qui vous permettent de voir et de localiser la zone de l'encombrement. Alors, la deuxième question. La deuxième question, est-ce que la technique que vous avez démontrée tout à l'heure sur votre ordinateur, est-ce que c'est la technique d'expiration à glotte ouverte? C'est ça la question. Non, c'était juste une modélisation de la physiologie ventilatoire. Ben, c'est de la physiologie. C'est pas la technique à glotte ouverte. À glotte ouverte, on va la voir ensemble. Je commence à vous perdre, Monsieur Smaïl, mais je ne sais pas, est-ce que les participants m'entendent? Mais j'ai quand même Monsieur Smaïl qui est voilà, en attente. Je vais attendre plutôt qu'il revienne. Voilà, c'est Smaïl. Allô, c'est Smaïl. Alors, je l'ai perdu encore. Est-ce que vous pouvez me répondre? Si vous m'entendez, je peux continuer. Oui, Soukaina, merci. Alors, merci Soukaina. Donc, je vais répondre sur la question de à glotte ouverte. On va voir comment réaliser cette technique. En fait, on peut l'utiliser comme une technique d'expectoration, comme on peut l'utiliser en réalisant un décubitus particulier avec une pression particulière. De la mécanique qui est connue, c'est-à-dire que quand vous avez un liquide ou bien un gaz, les deux ça s'appelle des fluides, la mécanique, et vous avez une tuyauterie où passe le contenu. Donc si cette tuyauterie il se rétrécit, la vitesse des liquides ou bien des fluides qui passent, il va augmenter. Donc c'est inversement proportionnel. Plus le diamètre diminue, plus la vitesse augmente. Et j'ai fait une projection sur le flux aérique, comment on peut réduire le diamètre. C'est en utilisant le frein buccal, par exemple, une expiration filée avec des lèvres pincées, et en fermant la glotte. Si on veut diminuer la vitesse du flux, mais surtout on va agir sur les voies aériennes les plus proximales, on va ouvrir la glotte et la bouche. Voilà. Je vais rassembler deux questions en une. C'est deux questions qui ont le même sens. Les percussions, il y a la première question. Qu'est-ce que vous en dites par rapport aux percussions et le déclenchement du spasme? La deuxième question qui dit la même chose, qu'est-ce que vous en dites par rapport
aux gens qui vont déconseiller les percussions comme moyen de décollement des sécrétions? Alors, en fait, je n'ai pas tracé un tableau précis pour chaque technique. J'étais en train juste d'expliquer comment ça marche. Et bien évidemment, il y a des patients qu'il ne faut pas percuter. Alors, tout d'abord, je commence par les nourrissons. Du moment, maintenant, je suis en train de parler globalement, surtout des adultes, mais particulièrement en nourrissons, ils ont un thorax qui est mou. Ils ont des poumons qui risquent, ou bien en risque de créer des spasmes. D'ailleurs, les percussions pour les enfants, on utilise la main et puis on percute sur notre main. Et ce qui est montré, c'est que si on fait des percussions, pour être efficace, il faut augmenter l'intensité de la percussion du moment que les tissus sont mous. Ce n'est pas un thorax qui est rigide. Donc, si vous percutez un mur qui est rigide, il va vibrer. Mais si vous percutez une structure qui n'est pas rigide, il n'y aura pas l'effet de la vibration parce que ça dépend de la rigidité des tissus. Donc, on n'est pas efficace quand on fait les percussions pour les nourrissons. Ça, c'est un. Les patients qui ont une ostéoporose, par exemple, c'est des patients qui ont une ossification qui est fragile, avec une percussion, même si réalisée en cuillère, on risque de fracturer les côtes. Et on sait bien que les fractures de côtes sont très fréquentes chez les patients qui ont des ostéoporoses. Donc, il y a un risque important. Même dans l'accélération du flux expiratoire, quand on utilise la pression, il faut vraiment, c'est pas des hyperpressions, parce que la mobilité articulaire elle est diminuée, et donc ce que vous appliquez en tant que pression, ça va être surtout subi par l'os lui-même, par la rigidité de l'os lui-même, du moment que l'articulation n'est pas mobile. Ça va? Alors, un autre point, quand les patients qui risquent de faire des spasmes, bien évidemment, en cas d'asthme, par exemple, en cas d'allergie importante, les patients, ils ont des bronchospasmes. Et donc, le fait de percuter, ça peut créer par voie réflexe un bronchospasme, ce qui va rendre la ventilation trop difficile pour le patient. Donc, c'est des patients avec qui il faut être vraiment vigilant par rapport aux percussions. Merci, Sioun. Une autre question. Comment faire le drainage autogène, le drainage? D'accord. Je vais en parler dans les étapes. Donc, dans peut-être 5 minutes, je vais en parler. Ça fait 6 semaines. Alors j'étais en train de parler de la technique de l'expiration filée. Donc, la deuxième technique, ماشي مشكل أنا غادي نحاول j'avance en même temps غادي نتسناك إلا كان عندك un problème ولا هذا غادي نتسناك تقول لي les questions نسمعهم ماشي مشكل. Ok, tu comptes. Parfait. Alors, la technique suivante, c'est l'augmentation lente du flux expiratoire. En fait, dans cette technique, ce qui va changer deux choses par rapport à la précédente. Première chose, j'enlève le frein buccal. C'est-à-dire, au lieu de demander au patient de pincer les lèvres, l'expire, je vais lui demander d'ouvrir normalement la bouche. Donc, je n'ai pas de frein et donc la vitesse du flux, il va plus ou moins diminuer. Donc ça, c'est un. Deuxième chose, je vais demander au patient de ventiler, mais il ne va pas prendre la même durée. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une mobilisation totale, c'est une mobilisation moins totale. Donc, en termes de localisation de l'effet, le maximum d'effet, il ne sera pas au niveau des voies distales, mais ça sera plutôt les voies moyennes. C'est-à-dire, ce n'est pas la trachée, ce n'est pas les premières divisions bronchiques, mais ce n'est pas également la partie la plus distale. Donc, j'ai fait la première technique pour amener les sécrétions dans les branches moyennes, et puis, après, je vais faire des techniques qui ciblent plus les branches moyennes,
Et puis, à la fin, j'utilise des techniques qui vont cibler surtout les premières divisions bronchiques. Donc, c'est une logique tout à fait pensable. C'est-à-dire que ce que je viens de dire, elle est plus ou moins logique. La troisième technique, c'est l'expiration lente totale du flux. L'expiration lente totale à glotte ouverte en latérocubitus. Alors, tout à l'heure, il y avait une question là-dessus. L'Eltgol, c'est une technique qui est utilisée en décubitus latéral. Il repose sur deux principes. Le premier principe, c'est d'amener le poumon ou bien un poumon dans la déflation totale, c'est-à-dire la diminution du volume total. Par quoi? En plaçant le sujet sur le côté adréné. Deuxièmement, en utilisant une main qui va vraiment serrer l'étau sur ce poumon pour l'amener à la déflation totale. Et je vais également enlever le deuxième frein, qui est le frein laryngé. C'est une technique qui permet d'évacuer les sécrétions, surtout qui se trouvent dans les premières divisions bronchiques. Et ça va être une technique qui est coûteuse sur le plan énergétique. C'est-à-dire les patients, ils vont se fatiguer rapidement, comme l'expiration filée, s'il est très bien faite, ça va fatiguer rapidement les patients. Donc on fait 3 à 4 fois, pas plus. Je vais demander au patient d'inspirer profondément et l'expire, il doit le faire de manière lente, mais également totale. Et en même temps que le patient fait l'expire, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais bloquer l'hémithorax supérieur et resserrer l'étau sur l'hémithorax inférieur. Et le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Vous entendez? C'est une expiration totale à glotte ouverte. Donc, j'ai enlevé les deux freins. Alors, là également, c'est la troisième étape. La dernière étape, c'est l'étape qui va permettre au patient d'expectorer et de provoquer l'atout. Donc, ce n'est pas une provocation réelle de l'atout, mais c'est une étape qui va ramener les sécrétions vraiment vers la trachée. C'est l'expiration rapide du flux expiratoire. C'est une technique qui, dans l'approche manuelle, ressemble à la technique filet, sauf que le patient, là, il fait une inspiration profonde et l'expiration, il doit être rapide. À glotte ouverte. Donc, il se peut que cette technique déclenche l'atout. Et moi, mes mains, ils sont posées sur le thorax pour provoquer rapidement cette déflation. Mais il faut être rapide sans être brutal. Donc ça, j'insiste, il faut vraiment seulement accompagner la déflation et non pas être le facteur principal de la déflation. C'est-à-dire, je suis le patient et je ne devance pas le patient dans la pression. Donc, je suis en train de le suivre tout simplement et faciliter l'expiration. Donc, ces 4 techniques que je viens de citer, ce sont des techniques manuelles qui reposent sur la gestion et la modulation du flux aérique en termes d'amplitude, en termes de vitesse, en utilisant des freins buccales et laryngés, soit en les mettant, soit en les enlevant. Le principe, c'est augmenter la vitesse du flux ou bien la ralentir selon l'objectif que je veux. Si je veux atteindre les voies les plus distales, il faut que je prolonge le cycle ventilatoire pour augmenter la vitesse du flux. Et donc, je pose les 2 freins. Mais par contre, si je veux agir sur les voies les plus proches, je dois enlever les 2 freins, buccale et laryngé, et il faut que l'expiration soit la plus courte possible. Donc, c'est plus ou moins les techniques manuelles. Maintenant, je vais parler d'une technique qu'on doit faire apprendre aux patients. C'est la technique du cycle ventilatoire actif. Bien ACBT, c'est-à-dire Active Cycle of Breathing Technique, c'est une technique d'apprentissage qui est constituée de 3 temps. Je demande aux patients au départ de faire, pendant la première phase, de faire une ventilation de repos abdominale. Et pour que la ventilation soit abdominale, je demande au patient de placer sa main sur le ventre. Je demande au patient d'inspirer et d'expirer
doucement. Je reste dans le volume courant. Je n'utilise pas les volumes de réserve inspiratoire et expiratoire. Par la suite, je fais cette technique pendant 3 à 5 fois, 5 cycles, 3 à 5 cycles, puis je demande aux patients là de faire une hyperinflation, l'utilisation des volumes de réserve inspiratoire et expiratoire. Je demande aux patients de placer ses mains latéralement au niveau du thorax. Là, la ventilation, il est hyperthoracique, c'est-à-dire le patient il va utiliser ses muscles inspirateurs et expirateurs profonds. Et je demande aux patients d'inspirer à fond, de faire une apnée pendant 3 secondes et d'expirer à fond. Il va le faire également 3 à 5 cycles. Et à la fin, je demande au sujet d'expirer rapidement à glotte ouverte. Et là, le patient, s'il a des sécrétions, il va plus ou moins les expectorer de manière plus facile. C'est une technique d'apprentissage qu'on utilise surtout avec les patients chroniques, comme la BPCO, permet d'apprendre le désencombrement de manière vraiment facile chez eux, sans l'assistance d'un kinésithérapeute. Le rôle du kinésithérapeute dans ce cas, ça sera un rôle d'apprentissage. Alors, Ymken Sismail, je vais le réinviter à nouveau. Alors, ma Benchlia, je vais le chercher encore. Anna, je l'ai invité. Sismail, ça va aller, bas. J'ai un grand problème de connexion aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. ماشي مشكل. ما حدي كنسمعك، لا كانوا عندك دي كيستيون، لا كانوا عندك دي كيستيون ما حدي كنسمعك. كاين des questions. Pour les patients cardiaques encombrés, comment on peut éviter la fatigue? Ça veut dire la fatigue respiratoire, mais sans les fatiguer, oui. Alors, en fait, il y a des techniques qui sont effectivement fatigantes. Alors, je vais les citer. L'expiration filée, c'est une technique à coût énergétique élevé. L'Eltgol, c'est une technique à coût énergétique élevé. Mais également, ce qui est plus important, c'est la pression intrathoracique qui est augmentée. Donc, vous imaginez si vous avez Migali, par exemple, ça va être contraignant sur le plan mécanique sur le cœur. Les percussions également, c'est des contraintes. Il faut les éviter quand vous avez ce genre de pathologie. Voilà. Et en même temps, il faut savoir que ces techniques ne doivent pas être pratiquées pendant longtemps parce que c'est fatigant pour le patient. Voilà. En cas de chirurgie cardiaque, tout ce qui est percussion, tout ce qui est expectoration avec une toux, ça va être difficile en post-chirurgical. Donc voilà, on va plus ou moins prendre les techniques qui sont douces et quitter les techniques qui sont contraignantes. Que ce soit sur le plan coût énergétique, que ce soit sur le plan contrainte mécanique. Merci Sion. Est-ce que le protocole, les techniques qu'on a discuté maintenant, est-ce qu'ils sont les mêmes chez l'enfant ou il y a des variations? Alors, exactement. Alors, pour l'enfant, vous avez des techniques qui se ressemblent, mais la manière de les pratiquer, c'est un peu différent. Donc, peut-être dans un live prochain, Madame Fergogui, il va parler de la kinésithérapie respiratoire de désencombrement, avec, comme on le sait, des techniques qui ont été quittées, soit pour leur inefficacité, soit pour leur contre-indication. Et comme vous savez très bien, cette dernière querelle scientifique concernant le ratio bénéfice-risque de la kinésithérapie respiratoire, et maintenant en France, on l'a quitté. Je pense que parmi les derniers pays qui a quitté la kiné respiratoire de désencombrement chez le nourrisson, parce qu'on a toujours dit que vraiment le ratio bénéfice-risque, c'est un peu difficile. Mais il faut savoir que moi, je ne vais pas en parler.
je ne vais pas en parler parce que ça va être le sujet d'une thématique qui sera traitée par Madame Fergoubi. Voilà. Il y a quelqu'un qui réclame, est-ce que vous pouvez répéter la deuxième technique, la deuxième phase? De quelle technique? L'augmentation lente du flux expiratoire? Oui, je pense, oui. Alors, l'augmentation lente du flux expiratoire, c'est une technique qui repose sur le fait d'enlever le frein buccal et laisser seulement le frein laryngé. C'est une technique qui va s'intéresser surtout à l'encombrement quand il est placé dans la partie moyenne des voies bronchiques. Donc, il faut imaginer les branches et les voies bronchiques comme un arbre. Vous avez le tronc de l'arbre, c'est la trachée. Vous avez des premières divisions bronchiques. Tout ça, ça s'appelle les voies proximales. Et puis, vous avez les divisions des branches les plus petites. Ça, c'est les voies... Il y a des cycles ventilatoires actifs. Ah, bien, voilà. Pour la technique de ventilation active, c'est une technique d'apprentissage, comme j'ai dit. Elle est faite de trois étapes. La première étape, c'est une ventilation de repos. Deuxième étape, c'est une ventilation avec hyperinflation. Troisième étape, c'est l'expectoration. Je vais décrire chaque étape. En fait, les deux premières étapes, ils sont faites de 3 à 5 cycles ventilatoires. Donc, la première étape, je demande au patient de ventiler par l'abdomen en utilisant seulement le volume courant des ventilations normales. Donc, à l'inspire, il gonfle le ventre, à l'expire, il dégonfle. Ça, tout le monde le sait. Il le fait 3 à 5 fois. Deuxième étape, il va utiliser par thoracique. On va demander au patient d'inspirer profondément. À la fin de l'inspire, je lui demande de réaliser une apnée, c'est-à-dire ne pas inspirer et ne pas expirer. Cette apnée dure 3 secondes et puis il expire. Il va expirer profondément. Il va répéter ça 3 à 5 fois. Et à la fin, je lui demande d'expirer rapidement à glotte ouverte. Et ça va plus ou moins lui donner envie de tousser. Donc, c'est une technique qui se réalise comme ça. Alors, je viens d'inviter Sismaïl. Donc, j'ai invité M. Smaïl en attendant qu'il arrive. Je vais parler de 2 techniques qui restent dans l'évacuation des sécrétions. Alors, j'ai une question pour les patients encombrés qui ne coopèrent pas. Alors, je vais maintenant parler du drainage lymphatique, comme j'ai dit, pas drainage lymphatique, drainage autogène. Alors, en fait, on commence dans une première étape à faire travailler le volume de réserve expiratoire. Je ne vais pas laisser le patient pendant la phase inspiratoire d'inspirer. Donc, il va expirer, je vais l'aider, je lui demande d'inspirer. Quand il inspire, je lui permets une petite mobilité, ou je lui demande d'expirer. Pendant 3 fois, donc, et je vais bloquer toute tentative d'inspiration. C'est-à-dire, je vais laisser seulement une petite piste d'amplitude vers l'inspiration avec une grande piste d'expiration. Donc, pendant quelques minutes, je travaille que dans le volume de réserve expiratoire. Par la suite, pour atteindre les voies aériennes les plus distantes. Ça, vous l'avez compris. Par la suite, je passe à la deuxième étape. Je travaille avec le patient dans le volume courant. C'est-à-dire, je vais permettre au patient d'aller vers le volume courant sans lui permettre de faire une hyperinflation thoracique. Et dans l'expire, je vais également lui demander d'arrêter l'expire avant d'arriver à la fin de ses possibilités. Et je vais aider le patient pendant un moment. La troisième étape, je vais demander au patient d'inspirer à fond.
Et lors de l'expire, je vais raccourcir le temps expiratoire et l'amplitude expiratoire et je vais revenir sur le volume de réserve inspiratoire. Comme ça, c'est comme si j'ai accompagné l'évacuation des sécrétions depuis les voies distales vers les voies proximales, tout en commençant par le travail dans le volume de réserve expiratoire, par la suite le volume courant et à la fin le volume de réserve inspiratoire. Comme ça, je vais agir surtout sur les premières divisions bronchiques. Et par la suite, je demande aux patients d'expirer rapidement et de tousser et j'arrive à évacuer quelques sécrétions. Donc, c'est une méthode, comme j'ai expliqué, qui est basée sur la gestion des volumes ventilatoires. Alors, la dernière technique, c'est la technique instrumentale. Nous avons deux catégories. Nous avons une technique, ou bien des techniques qui utilisent la pression expiratoire positive continue, et nous avons la pression expiratoire positive discontinue. La différence, c'est que dans la première, la pression réalisée dans, par exemple, l'appareil, donc on est en train de souffler dans un appareil quelconque, la pression, il reste continue. Et cette pression continue, c'est une résistance. Je reviens vers les techniques manuelles. Vous vous rappelez un peu du frein buccal? J'utilise un troisième frein qui est l'appareil. En plus de la bouche, le larynx, j'ai un troisième frein qui est le frein de l'appareil. Cette résistance, c'est comme un frein. Donc, ça va solliciter plutôt les voies les plus distales. Et ça va permettre à la personne d'expectorer à la fin, après plusieurs répétitions. La deuxième technique, c'est avec une pression discontinue, comme le flûteur. Le flûteur, c'est par exemple Abi, qui est vous expirez dès que le billet donc à un moment il y a de la résistance et à un moment il y a la diminution de la résistance. Et ce changement de la résistance va faire vibrer l'air au niveau de la bouche, mais également dans les voies aériennes. Et cet effet de vibration, ça va permettre aussi le décollement des sécrétions depuis les bronches. Donc, nous, dans le milieu hospitalier, comme vous le savez, oui, le live, il sera enregistré dans la page. Alors, ce qui est important, c'est que nous, on fait un autre moyen dans le milieu hospitalier. Je l'ai appris en stage. On prend une bouteille comme celle-là, et on utilise une sonde et je demande aux patients de souffler dans le liquide, dans l'eau. Donc, le diamètre de la sonde et la quantité de l'eau dans la bouteille, ça va moduler la résistance au flux expiratoire. Donc, plus le liquide il est plus ou moins dur, ce n'est pas de l'eau, ça va être une résistance importante. Mais si j'ai de l'eau, la résistance, elle est diminuée. Il y a également la quantité de l'eau, ça va également être déterminant dans la résistance. Et puis le diamètre de la sonde. Plus vous avez une sonde de petit diamètre, plus la résistance augmente. Et ça va permettre une ventilation avec difficulté et la possibilité d'atteindre les voies les plus distales. Donc voilà. La troisième étape, je vais revenir moi-même sur les questions. La troisième étape, c'est l'étape de l'atout. Et cette étape de l'atout, vous avez la possibilité de faire une toux spontanée. Si vous faites une très bonne kiné respiratoire et ça marche, le patient il va tousser de lui-même, sans vous lui demander. Vous avez l'atout volontaire, vous demandez au patient de tousser, comme ça, ou bien de tousser carrément, ça va plus ou moins provoquer l'atout. Et puis, vous avez l'atout provoqué. C'est plus ou moins le fait de provoquer le réflexe trachéal. Donc, ça va déclencher l'atout. Et finalement, vous avez l'aspiration. L'aspiration, elle est surtout utilisée en milieu de réanimation. Les patients, ils sont inconscients, ils ne peuvent pas tousser. Les patients, parfois, ils ont une chirurgie thoracique récente. Si vous leur demandez de tousser, ça va causer une douleur. Donc, vous aspirez, c'est mieux. Alors, j'ai juste une chose à dire.
Tout à l'heure, j'ai lu une question très importante. Pour les patients qui ne sont pas compérants, comme ceux de la réanimation, oui, bien évidemment, vous allez être surtout dans le passif. Vous accompagnez la ventilation du patient, que ce soit le patient qui est sous ventilation non invasive ou bien le patient qui est sous ventilation invasive. Vous réalisez un accompagnement de la mécanique ventilatoire. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et par la suite, vous pouvez aspirer le malade. Donc, merci, Monsieur Konima, pour votre remarque par rapport au temps. Alors, c'est Aziz Graoui, il me demande pour les bébés, je viens de le dire, ça sera dans un live spécial avec Madame Fergougui, qui va parler un peu du nourrisson. La partie que je voulais exposer. Maintenant, par rapport aux questions, en attendant vos réactions, vos questions, j'aimerais vous annoncer que samedi, Inch'Allah, nous avons un événement très important qui est le webinaire sur l'appareil locomoteur avec la participation de plusieurs intervenants. Vous avez la liste des intervenants et des thèmes dans notre page Instagram. Ça va être diffusé exclusivement dans le groupe Association marocaine de thérapie manuelle, groupe officiel. Donc ça va être diffusé là-bas. Donc si vous voulez assister, vous assistez là-bas. On aura également une interaction, c'est-à-dire les questions que vous posez dans le groupe, ils seront ramassés et discutés dans le webinaire. Et donc vous avez la possibilité de réagir par rapport à ça. Nous aurons la participation juste pour vous dire, des spécialistes dans des domaines précis. Donc nous avons Simon Lombard qui va parler de l'ATM. Nous avons Monsieur Julien Botelda qui va parler plutôt des structures importantes dans la lombalgie. Nous aurons Monsieur Hassan Bedra qui va parler du syndrome du périforme. Il y avait beaucoup de questions là-dessus, comment faire face à ce syndrome. Nous aurons M. Smaïl Bouskraoui avec un nouveau thème que nous n'avons pas encore discuté dans les lives. C'est le thème du tenseur de fascia lata. Donc le syndrome d'essuie-glace. C'est un syndrome qui est connu dans le domaine de la rééducation des sportifs. Nous aurons Madame Debar qui va parler un peu de tout ce qui est sphère abdominale et périnéale avec le caisson abdomino-lombo-pelvien. Donc c'est une question de pression et donc il va parler de ça. Et nous aurons, et moi-même je vais parler de la classification des cervicalgies non spécifiques et comment faire l'évaluation et le traitement pour les patients. Alors voilà. Alors en ce qui concerne les techniques de désencombrement, ça va être suivi par un troisième live qui va parler des techniques de ventilation et des techniques d'amélioration de la mécanique ventilatoire. Donc les deux groupes de techniques, je vais les discuter dans le troisième live. Donc je vais voir s'il y a des questions. Alors, Zainab qui demande quels sont les inconvénients et les contre-indications de l'ACBT. Et merci beaucoup. Donc, je rappelle que l'ACBT, ou bien l'Active, je pense, Cycle of Breathing technique, c'est une technique active. C'est-à-dire que le patient doit être capable de la faire. C'est une technique d'apprentissage. Dans le principe, ce n'est pas d'appliquer la technique pendant les séances, mais c'est plutôt un apprentissage pour le patient. C'est-à-dire, si vous avez un BPCO, il va la faire. Et bien évidemment, si le patient a une difficulté d'utiliser son volume de réserve, ça va être un peu difficile. Donc, ça dépend des patients, est-ce qu'ils sont capables ou bien ne pas capables de la pratiquer. Voilà. Alors, je pense que on va clore ce live parce qu'il n'y avait pas de questions à la fin. Enfin, beaucoup de questions.
Donc, merci pour votre attention et nous serons toujours ravis de vous présenter des thèmes. Donc, ce soir, je vais poster le thème de demain, Inch'Allah, qui sera présenté par M. Hassan Bed'a. Donc, on vous remercie infiniment pour votre confiance et pour votre fidélité. Donc, à plus. Si Ismaël, invité parce que c'est un peu la fin. Voilà. Merci Zainab. Merci à tout le monde. Merci Madame Touria. Alors, une dernière question. La fréquence des séances. Alors, ça dépend de l'état de l'encombrement. Si le patient il est dans une phase aiguë, je peux faire 3-4 séances par jour, notamment pour les patients hospitalisés. Pour les patients qui se remettent un petit peu, le désencombrement, ça peut être 1 fois par jour, 2 fois, 3 fois par semaine. Ça dépend des patients. Ça dépend des patients. Mais pour le BPCO dans un stade évolué, l'encombrement était tellement important que le patient par lui-même doit apprendre un désencombrement bronchique, notamment le matin, parce que l'encombrement des BPCO, c'est plutôt le matin, et il peut faire plusieurs fois pendant la journée. Voilà. Donc ça dépend de l'état pathologique. En réanimation, en cas d'encombrement, on peut le faire 3, 4 fois, 5 fois le jour pour permettre un rétablissement du sujet, notamment en cas d'infection pulmonaire dans le service de réanimation. Voilà. Et merci.